Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Drôme Classic. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette faune Drôme Classic, bien entendu avec le résumé de la journée. On parlera des coureurs top, des flops également sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Notamment du cyclisme, il va y avoir Kurn-Bruxelles-Kurn un peu plus tard dans la soirée. Et puis, demain, la version féminine du Omloop. Et mardi, les Guelia. Et surtout, un point sur les différents classements. Montée-descente, le maintien, épisode 1 de l'année 2025. Il aura mis du temps avant de sortir, mais voilà, on fera un petit point sur ce qui s'est passé, notamment la situation de Astana, la situation également des équipes françaises qui sont un petit peu derrière. Donc on parlera de tout ça. Allez, on commence tout de suite avec cette Drôme Classic. Gros suspense sur cette journée. C'est vrai que le final a été extrêmement intéressant. Si vous n'avez pas vu les 45 derniers kilomètres, je vous invite à les regarder. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment un gros combat à distance entre Ayuso et Skelmose. Je pense que beaucoup de coureurs avaient envie de faire mieux que la veille. Mieux que la veille par rapport à l'erreur de parcours, déjà, hein, ça c'est clair et net, mais mieux que la veille parce que certaines équipes sont passées à côté hier. La UAE est passée à côté, Lidl n'a pas été si présent que ça au final, et je pense que certaines formations avaient envie de montrer un meilleur visage. Ce qu'on a vu également du côté de Kurn, où une équipe comme la Visma a voulu montrer, pour moi, un meilleur visage, ça a été le cas également sur cette Drôme Classique où certaines formations avaient envie de faire mieux et de faire même beaucoup mieux aujourd'hui sur cette épreuve. Bon, on regarde tout de suite le résumé de cette journée et cette Drôme Classique qui a démarré sur les chapeaux de roue. On va dire ça comme ça, avec un Jan Christen qui était absent au départ. Jan Christen qui s'est en fait fracturé la clavicule hier. Donc le coureur de la UAE qui était absent de cette épreuve. Cette Drôme Classique donc, qui démarrait avec une échappée qui a mis quand même une bonne quinzaine de kilomètres avant de réussir à prendre la poudre des scampettes. On va réussir à faire une phrase en français. Baptiste Poulard était de nouveau dans cette échappée. Il aura fait les 2 jours à l'avant. Avec Julien Matisse du côté de la CIC, Asparen Calzoni du côté de la Q36.5, et là encore Jonas Gregard, Matisse Gregard, Poulard était dans l'échappée hier, Kenny Molly du côté de la Van Rysel, et puis Noah Knecht du côté de la Nice Métropole. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, cette échappée prendra 3 minutes d'avance, ça sera quasiment l'avance maximum dans un premier temps, ensuite ça va quand même réaccélérer derrière. On a Israël Tudor qui roule. L'écart va passer donc à 2 minutes 40 à 112 km de l'arrivée. Et puis Knecht qui va être lâché dans l'échappée qui sera rattrapé par le peloton à 95 km de l'arrivée. Derrière, vous avez la Cofidis qui roule, vous avez la Lidl Trek qui se rajoute aux formations Israël et Tudor. Et puis à 55 km de l'arrivée, la échappée encore 1 minute 50. Et là derrière, on a une grosse chute à 52 km de l'arrivée, grosse chute qui va couper le peloton en plusieurs parties, notamment impliqué dans cette chute Romo. Vous aviez également Joussom, Cepeda, 3 UAE. Dans ces 3 UAE, il y avait McNulty. Vous avez également Marco Brenner, le coureur allemand touché du côté du visage, et un autre Tudor qui était lâché. Julien Matisse et Baptiste Poulard qui étaient lâchés du groupe de tête.
qui n'avait plus qu'une minute 26 d'avance à 50 km de l'arrivée. L'écart qui tombe à 1,07 à 42 km de l'arrivée. C'est à ce moment-là, on attaque le col de la grande limite. Et c'est à ce moment-là qu'on a une première attaque de Schielmose, puis une attaque de Del Toro. L'échappée est reprise sous l'impulsion et grâce à une attaque à 39 km 700 de l'arrivée de Juan Ayuso. Juan Ayuso qui va prendre très vite un petit peu d'avance, 20 secondes à 37 km de l'arrivée. Derrière, on commence à s'exciter, notamment Schielmose qui va partir à sa poursuite. On va avoir également un groupe avec Garofoli, Benelli et Scaroni, mais Garofoli va être léché par Benelli et Scaroni. Et à 26 km de l'arrivée, voilà la situation. Ayuso a 30 secondes d'avance sur Mathias Schielmose. À 1,06, on retrouve le groupe Benelli-Scaroni. Et à 1,28, le peloton. La situation n'évolue quasiment pas 10 km plus tard, 30 secondes entre Schielmose et Ayuso, un peloton qui s'est un petit peu rapproché à 1 minute 15, à 15 km de l'arrivée, alors qu'on est dans la montée du mur d'Alex. Eh bien, Madouas décide d'accélérer dans le peloton du côté de la Groupama FDJ, il fait un petit peu péter tout le monde dans le peloton, mais ça ne permet pas véritablement de revenir ni sur Schielmose, ni sur notre ami Ayuso. Et la situation va rester quasiment la même jusqu'au bout, avec un Ayuso qui va garder une trentaine de secondes d'avance sur notre ami Schielmose, qui sera revenu à un moment à une vingtaine de secondes, mais qui n'arrivera pas à faire mieux. Et puis derrière, le peloton qui restera entre 1 minute 10 et 1:30 de Juan Ayuso, qui va donc s'imposer pour cette édition 2025 de la Drôme Classique, après avoir remporté l'Ardèche. Eh bien, il fait le doublé, alors pas sur la même année, mais elle remporte cette Faune Drôme Classique, et il prend quand même date pour les prochains championnats d'Europe, avec notamment également Marc Hirschi. On y reviendra, mais c'est vrai que c'est des coureurs qui seront parmi les favoris lors des prochains championnats d'Europe, s'ils sont au départ de ces championnats d'Europe, parce qu'il reste encore une autre interrogation. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Juan Ayuso. Ouais, je pense qu'hier, il n'a pas trop aimé deux choses. Hier, il n'était pas au-dessus du lot. Et on sait qu'Ayuso, il aime bien gagner, mais il aime bien mettre un petit écart avec ses adversaires. Là, hier, il n'arrivait pas à faire la différence. Donc déjà, les jambes n'étaient pas exceptionnelles. Donc forcément, ça a dû l'énerver. Ensuite, il y a eu cette erreur de parcours. De sa part, il est passé pour un con. Je pense pas que ce soit le mec qui aime le plus passer pour un con. Non, Ayuso, il avait envie de montrer beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un mec qui, comme je dis souvent, va être calife à la place du calife. Aujourd'hui, Ayuso, c'est-à-dire qu'il veut qu'on lui confie des grosses tâches et il veut peut-être un peu aller trop vite, Juan Ayuso. C'est ce que je lui reprocherais. C'est peut-être parce qu'il se voit trop beau aussi, Juan Ayuso. Je pense que c'est ça l'erreur en ce moment que fait Juan Ayuso. C'est un peu la même erreur que Kano Uttebrook, c'est-à-dire de croire que ce sont des mecs qui sont déjà installés, de croire que c'est des mecs qui n'ont plus rien à apprendre et de croire que ce sont déjà des leaders en puissance. Or, c'est encore des coureurs. Je ne dirais pas qu'ils doivent faire leurs preuves, parce qu'on connaît les qualités de Juan Ayuso, mais c'est des coureurs qui ont encore beaucoup à apprendre. Ça reste des coureurs jeunes. Je trouve que Remco Evenepoel était un peu plus humble par rapport à eux. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, il se disait pas star à 20 ans, 21, 22 ans. Il se disait souvent espoir, parce qu'il savait qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il est humble par rapport au cyclisme. Je trouve qu'à la fois Ayuso, à la fois Uttebrook ont considéré qu'après avoir fait un ou deux très bons résultats dans leur carrière, c'est bon, c'était acquis, ça serait des cracks en puissance, et je dirais pas qu'il n'y avait plus besoin de bosser, mais en gros, ils n'avaient plus besoin de faire leurs preuves à chaque course. Sauf que non, ça se passe pas comme ça dans le cyclisme. Ça se passe pas comme ça, je dirais, en majorité dans le sport. Tu peux très vite passer de super très bons coureurs à sombre merde en très peu de temps. Dans n'importe quel sport, hein. On a vu des gens être très très forts et puis du jour au lendemain perdre complètement leur niveau. Et inversement, des gens retrouver leur niveau sur une compétition. C'est vrai que Julia Simon,
à Antols, on n'aurait pas parié sur autant de médailles de la part de Julia Simon, par exemple. Donc, il faut toujours être humble. Et je pense que le vrai problème d'Ayuso, c'est pas les jambes, c'est pas le physique, il l'a aujourd'hui pour être leader. Le problème, c'est son rapport au cyclisme. C'est son rapport à la difficulté dans le cyclisme. Voilà. C'est un mec qui comprend pas pourquoi il doit bosser pour Pogačar aujourd'hui. Ce qui est quand même assez problématique. Un peu comme Axel Zinglet aussi, hein. On pourra mettre dans cette catégorie-là, qui comprenait pas pourquoi il devait bosser pour Brian Cocard. Excuse-moi, mais Brian Cocard, il a un peu plus fait ses preuves que toi, pour le moment. Il y a un peu plus de résultats dans son palmarès. Même si tu as un bon palmarès, tu es encore sur un premier Tour de France, tu dois encore apprendre. Et ben c'est peut-être intéressant d'apprendre aux côtés de Brian Cocard. Ayuso, c'est pareil. Sur le dernier Tour de France, tu as encore beaucoup à apprendre, et tu peux apprendre beaucoup en étant équipier. En étant équipier de Pogačar, en étant équipier de la Miette. Vous savez, Romain Bardet, la première année, il est équipier de Jean-Christophe Perrault. Au début du Tour de France, il est sur ses premiers Tours de France, il est équipier de Jean-Christophe Perrault. Parce qu'il faut monter les échelons au fur et à mesure. Il ne faut pas vouloir devenir super leader d'un coup. Ça ne marche pas. Il faut apprendre. Et je pense que c'est le vrai problème d'Ayuso aujourd'hui, c'est qu'il veut tout faire trop vite. Aujourd'hui, il a fait une très belle course. Il a été très bon aujourd'hui, Ayuso. Là, c'est du solide. Il nous a fait une course à la Pogačar, partir à 40 bornes de l'arrivée, réussir à s'imposer. Donc, les jambes, il les a. Par contre, il faut maintenant qu'il arrive à être régulier à ce niveau-là de performance. Et puis après, bien, il faut être régulier à ce niveau-là de performance et il ne faut pas tout le temps courir en réaction. Ça veut dire, on m'a critiqué, donc je vais bien courir. Non, il faut courir bien tous les jours. C'est ça le job d'un mon coureur cycliste. Et c'est là où du côté d'Ayuso, il y a encore du boulot. Pour moi, le vrai boulot autour d'Ayuso, c'est là-dessus, c'est sur l'approche du cyclisme. C'est pas sur la technique il l'a. Je pense qu'il sait quand même s'entraîner. Voilà, il a les qualités aussi naturelles. Ce qui lui manque, c'est cette approche-là. Et c'est là où il va y avoir le plus gros travail, je pense, du côté de la Visma, c'est de réussir à le canaliser, de réussir à le cadrer, Juan Ayuso, et c'est là où il va y avoir du job du côté de ce coureur. Bon, après, c'est pas... Moi, je le compare toujours à Contador, parce que je trouve qu'il y a vraiment des similitudes entre lui et Contador, ou avec un Nibali, qui était des très bons grimpeurs, mais avec des très bonnes qualités de puncher, et qui était capable de gagner des classiques. Je pense qu'Ayuso, c'est un coureur de grand tour, mais qui a des qualités qui peuvent faire qu'il est très dangereux également sur des Ardennaises. Et puis lui, il n'a pas les problèmes d'allergie, contrairement à Contador. Contador n'a pas jamais pu vraiment défendre ses chances sur les Ardennaises, pour savoir qu'il est allergique au pollen. Autant vous dire qu'au mois d'avril, mi-avril, c'était pas la bonne période c'était pas la bonne période pour lui, pour Contador. Mais Ayuso, je pense qu'il a les qualités pour aller chercher des résultats sur les grands tours. Je pense qu'il a les qualités pour faire top 5. Au-delà, après, il faut tout mettre en place. Top 5, il est en capacité de le faire aujourd'hui, Ayuso. Il a plus de qualité qu'un Carlos Rodriguez, naturellement. Mais je pense que Carlos Rodriguez est plus travailleur, est plus humble, est plus humble par rapport à la tâche qui l'attend que Juan Ayuso. C'est là-dessus où Juan Ayuso va falloir vraiment bosser, c'est sur le mental, où je pense que là il y a beaucoup de travail à faire encore du côté de Juan Ayuso. Mais aujourd'hui, sacrée course quand même. Sacrée course parce que la UAE n'a pas été forcément fantastique en termes de collectif. On peut le voir à l'arrivée, ils sont tous un peu passés à côté, et notamment parce que tu en as quand même quelques-uns qui tombent, donc il s'est quand même très bien débrouillé seul, Ayuso, et il a très bien couru dans le final, il a été très bon. Et surtout, il a résisté au niveau psychologique, là il a été très fort, parce qu'il a résisté par rapport au retour de Skelmoseux. Quand Skelmoseux revient à 20 secondes, là, je me dis, est-ce qu'il n'est pas en capacité de revenir à Skelmoseux? Est-ce qu'il ne va pas craquer complètement Ayuso? Il n'a jamais craqué, il ne s'est jamais effondré. Donc il a montré également une belle gestion de l'effort dans le final, mais aussi une belle gestion mentale. Il ne s'est pas affolé. Mais ça, il faut qu'il arrive à le reproduire beaucoup plus souvent. Ça va être ça son job cette année, du côté de Juan Ayuso.
Ça va être de réussir à reproduire ces performances-là de manière beaucoup plus régulière. Deuxième coureur top, Askel Moseux. C'est vraiment Drôme et Ardèche, c'est peut-être les courses d'un jour qui lui conviennent le plus à Askel Moseux. Ça correspond tellement à ses qualités. C'est vrai, il faut le dire, hein, c'est un terrain où en plus il connaît le terrain depuis quelques années, hein, il va souvent sur ces courses-là, mais il a tellement les qualités pour gagner ces deux courses. Et pour le moment, il ne les a pas gagnées. Mais aujourd'hui, Askel Moseux, c'est vrai que c'est un coureur qui est totalement fait pour la Drôme Classique. Pour moi, c'est un coureur pour Liège aussi, Askel Moseux. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais Askel Moseux, il a les qualités pour Liège-Bastogne-Liège. Par exemple, pour les Ardennaises. Plus que même la Flèche Wallonne. Je pense que l'Ardennaise qui lui convient le mieux à Askel Moseux, c'est Liège. Surtout dans le format actuel, avec l'arrivée sur le plat, parce qu'au sprint en petit comité, il est quand même vraiment quasiment imbattable, Askel Moseux. Là, on peut noter quand même le gros travail de la Lidl, c'est-à-dire que tout le monde a fait beaucoup de boulot du côté de cette équipe. On a très bien bossé, contrairement à la veille où on avait été un petit peu discret. Pour tout vous dire, on en a quand même 3 dans le top 15, je crois. On a Badjoli qui est dans le top 10. Ça fait du bien même de revoir Andrea Badjoli à un niveau correct, parce que c'était pas vraiment le cas les derniers temps. Et on a Quinn Simmons aussi qui a été très bon, Quinn Simmons, 8ème. Coureur qui est arrivé, je trouve, Quinn Simmons trop jeune. Est-ce qu'il aime toujours Trump, même Quinn Simmons, ça, qui s'était fait taper sur les doigts du côté de la Trek Segafredo à l'époque, qui avait fait des tweets pro-Trump. Est-ce qu'il est toujours fan de Donald Trump? Peut-être moins à 23 ans. Mais du côté de Quinn Simmons, ouais, pour une reprise de saison, c'est très très bien. Lui, c'est vraiment un coureur qui progresse d'année en année, Quinn Simmons. C'est un coureur qui est arrivé à 18-19 ans, beaucoup trop jeune pour le World Tour. C'était l'époque où on mettait des craquitos un petit peu dans toutes les formations, il fallait un coureur qui ait moins de 20 ans. On voit que des coureurs de moins de 21 qui sont très forts et qui arrivent à être performants d'entrée, il n'y en a pas 150. Des Paul Sexas, des Remco Evenepoel, même des Juan Ayuso, par exemple, des Tadej Pogacar, il n'y en a pas 150 par an. Donc il faut être raisonnable. Et je pense que Quinn Simmons, on l'a mis trop tôt du côté de la Trek Segafredo, parce qu'il avait eu des résultats avant dans les catégories jeunes, mais je pense que ça a été une erreur. Et ça fait depuis 2-3 ans où là les résultats sont pas mauvais. Depuis notamment sa victoire à San Juan, il y a 2 ans, où il avait fait le coup du kilomètre sur le circuit automobile, où il avait été très bon ce jour-là. Et je trouve que c'est vraiment là où il a pris maturité. Et je pense également, le jour où il a beaucoup appris, c'est dans l'échappée avec Van Aert, Quinn Simmons. L'échappée sur le Tour de France avec Van Aert, où il essaye de suivre la route Van Aert le plus longtemps possible. Je pense que ça lui a appris beaucoup de choses. Et là aujourd'hui, il fait encore une belle course. Et tu vois que la Lidl a quand même une belle équipe pour entourer. Notre ami Askel Moseux. Mais aussi un Quinn Simmons par exemple, c'est un coureur pour moi qui peut être bon sur l'Amstel, qui peut être bon également sur des formats de classiques, et c'est encore un coureur qui progresse. Je pense que dans les années à venir, ça va être un coureur très intéressant. Moi j'aimerais bien le voir sur un Tour des Flandres aussi, Quinn Simmons. C'est pas un coureur qu'on a vu souvent sur les pavés, hein. J'ai pas souvenir qu'il ait fait souvent les pavés. Alors l'année dernière, il a très peu couru, hein. Faut savoir, parce qu'il avait abandonné à la Drôme Classique, il a repris Caburgos. Mais c'est un coureur que j'aimerais bien voir sur ce type d'épreuve, parce que je pense qu'il a les qualités pour être efficace. Il a fait la Flèche Brabanson qu'il avait abandonné. Il avait abandonné l'Amstel, mais ça remonte à 2023. Et à l'époque, il avait déjà assez peu couru. Pour l'instant, il y a assez peu de jours de course dans sa carrière. C'est aussi un coureur qui peut être performant sur les classiques canadiennes, hein, mais je pense qu'il a vraiment les qualités sur ce type de parcours-là. Et puis il est fait aussi pour l'Estradé. Il a toujours été bon sur l'Estradé. On le retrouvera donc samedi prochain du côté d'Estradé Bianche, parce que dimanche ça sera Paris-Nice. Et il y aura un gros programme Paris-Nice-Tirreno, hein, comme chaque année. Enfin, comme chaque année, comme depuis l'année dernière, plutôt, on fera tous les jours débrief et présentation des étapes du jour. Donc autant vous dire qu'il y aura 4 vidéos par jour, donc ça va être bien. Va falloir s'accrocher sur la chaîne, ça sera 4 vidéos minimum par jour, donc là ça va être costaud. Mais du côté de Quinn Simmons, ouais, il a été très très bon, très efficace. Et puis après, Askel Moseux,
là, ça se joue dans la tête, ça se joue. Ayuso a réussi à en remettre suffisamment et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'Ayuso, à un moment, il voit que Coco revient et je pense qu'il a réussi à remettre un petit coup d'accélérateur à ce moment-là. Ça a peut-être duré pendant 3-4 minutes. Mais ce petit coup d'accélérateur-là, il a fait très mal au moral de Skelmose parce que Skelmose, ça faisait déjà depuis une quinzaine de kilomètres qu'il se battait. Ça faisait depuis une quinzaine de kilomètres qu'il essayait de revenir dans la roue. Et ça a fait comme dans les coups de bordure quand vous êtes à deux doigts de revenir sur le groupe de devant et puis vous restez à 5 mètres, à 5 mètres, à 5 mètres et puis vous voyez le mec se rééloigner et les voitures se remettre derrière. C'est ce qui s'est passé du côté de Skelmose. Mais il fait quand même une belle semaine, je trouve, le coureur danois. Il fait 6 hier, je crois, du côté de sa course. Là aujourd'hui, il fait deuxième. Il peut être satisfait. Mathias Skelmose parce qu'il a été plutôt bon. On le reverra où Skelmose sur les prochaines épreuves. Ça sera Paris-Nice. Il faudra le suivre, hein, bien entendu, à Paris-Nice. Tour du Pays Basque. Alors lui, il va faire le Tour du Pays Basque. Le Tour du Pays Basque, je pense qu'on n'aura pas la même liste de départ que d'habitude. Hein, ça va être plus léger, je pense, sur le Tour du Pays Basque. Parce qu'il y a plus d'un coureur qui ne voudra pas y retourner tout de suite sur cette épreuve. Et puis, bien entendu, Tour de France prévu. Mais il faudra le suivre sur les Ardennaises parce que ça sera un coureur très très dangereux sur ces épreuves-là. Et pour ces 2 premiers jours de course, ça fait déjà 220 points UCI. Quand même pas mal, au bout de 2 jours de course, du côté de Skelmose. Et Ayuso, pareil. C'est vrai qu'Ayuso, on n'en parle pas, mais là, il gagne pour son 2e jour de course. Hier, il fait 10e. Là aussi, 235 points UCI. Donc c'est plutôt une belle tournée du côté des boucles Drôme-Ardèche. Ce qui était le nom avant de cette épreuve, ça s'est plutôt bien passé. Ben Tulette, pas mauvais Ben Tulette encore aujourd'hui. Bon, ça a été le meilleur coureur de la Visma sur ces 2 jours. Visma qui est passé un petit peu à côté, c'est vrai qu'on va pas se mentir, mais Canoë-Teubrou n'a pas été exceptionnel. Ben Tulette qui est plutôt intéressant depuis le début de saison. Je pense que c'est un mec qui doit encore progresser, mais c'est quand même pas mal. 9e à la Classica Rahen. Donc c'est vrai qu'on le suivra au Strade Bianche pour voir ce qu'il est en capacité de faire. Du côté de l'Algarve, il avait pris la 33e place du général, notamment 15e à Malao, 40e à l'Alto de Foya. Mais c'est peut-être l'un des rares équipiers du côté de la Visma Lease qu'on avait vu ce jour-là. Ben Tulette qui était parti un petit peu devant et qui s'était fait péter le caisson, comme je dis communément, parce qu'il avait un peu explosé en essayant de suivre, notamment en 2+, et Yann Christen ce jour-là, et puis donc 14e hier, sachant que toute l'équipe passe complètement à travers, 3e aujourd'hui. C'est plutôt pas mal du côté de Ben Tulette, en faisant un bel effort dans le final, en réussissant à conserver de l'avance par rapport à Hershey, par rapport à Dorian Godon. Plutôt pas mal, voilà, Ben Tulette. Donc un bon début de saison d'un coureur qui a quasiment pas couru l'an dernier. 25 jours de course seulement. Donc c'est vrai qu'il doit manquer certainement énormément de repères. Il avait eu pas mal de petits soucis physiques. Il avait abandonné à Burgos. Il a eu 25 jours de course pour tout vous dire. C'est qu'il a abandonné. Son dernier jour de course, c'était le 6 août. Au moment de la 2e étape du Tour de Burgos. Il a fait le Tour de Suisse qu'il a fini et Tirreno Adriatico et Grand Camino, mais il y a beaucoup de courses où il était passé à côté, donc je pense qu'il est vraiment motivé cette année pour faire une grande saison et je pense qu'il a vraiment envie de montrer ce qu'il sait faire. Et puis c'est un coureur qui est en fin de contrat, un coureur qui est passé déjà dans 3 équipes différentes alors qu'il n'a que 23 ans. Il a commencé chez Alpecin, puis chez Ineos, puis chez Visma, donc souvent l'amour dure 2 ans avec Ben Tulette. Dans quelle formation il pourrait aller? Peut-être retourner chez Ineos, pourquoi pas aller dans une autre équipe. Ça peut être un coureur intéressant, pourquoi pas pour des équipes françaises, je pense à une équipe comme Cofidis, qui pourrait être intéressée par un profil comme Ben Tulette. Ça peut être un profil intéressant pour cette formation. Et puis je termine avec Marc Hirschi. Pourquoi Marc Hirschi? Quand tu vois, la course a été compliquée pour Marc Hirschi. Je pense déjà qu'il n'avait pas des super jambes aujourd'hui. Contrairement à hier où il était plutôt pas mal, je pense qu'aujourd'hui c'était un peu plus compliqué. Et puis t'as Brenner qui avait fait un gros boulot hier, qui tombe au mauvais moment.
Lui, il se retrouve distancé parce qu'en fait, il a été gêné par la chute, donc il est obligé de faire un gros effort pour revenir. Forcément, quand les mecs attaquent, lui, il n'est pas encore dans le coup à ce moment-là. Mais il a réussi à chaque fois à revenir, à récupérer son retard. Il prend quand même une 4e place. Alors forcément, il n'était pas venu pour faire 4. Mais quand tu vois le déroulé de la course, la manière dont ça s'est déroulé pour Marc Hirschi, eh bien, c'est plutôt intéressant de la part du coureur suisse de voir comment il a réussi à s'en sortir sur cette journée en étant un petit peu seul. Alors c'est un petit peu plus inquiétant par contre, c'est le collectif. Parce que c'est vrai que la Tudor, certes il y a eu la chute, mais le collectif sur les 2 jours a quand même été un petit peu faiblard, je trouve. À part Marco Brenner, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup de coureurs du côté de cette formation être efficace, surtout en comparaison d'une UAE, d'une Lidl Trek, mais même d'une équipe, d'équipe plus petite, plus modeste. Je trouve que c'est une équipe qui a eu un petit peu du mal. Et puis Marc Hirschi, par contre, les jambes sont là, les jambes sont bonnes. Il confirme ce qu'il avait montré fin janvier, début février, Marc Hirschi. Et puis on va le suivre désormais sur la suite de la saison. Du côté des Suisses, ça devrait aller sur l'Estrade Bianche, Flèche Wallonne également. Je pense qu'il y aura une course entre l'Estrade et la Flèche Wallonne, hein, qui pour l'instant n'est pas indiquée encore du côté du calendrier de Marc Hirschi. Et puis les championnats du monde, les championnats d'Europe, hein, lui il a envie d'enchaîner les deux dans son programme normalement. Mais c'est vrai que quand on voit sa première partie de saison, vainqueur à Valenciana, 5e à Calvas, 8e à Serra Tramontana, 4e à Fondrome Classique. On pourrait presque être déçu parce qu'il a des super jambes, mais les résultats sont presque décevants. Alors malgré le fait que ça soit d'excellents résultats, mais les résultats sont presque décevants par rapport aux résultats, enfin par rapport aux jambes qu'on a l'impression qu'il a. Je me suis très mal exprimé. Mais en fait, on a l'impression qu'il a vraiment des bonnes sensations, qu'il est vraiment dans une très bonne forme. Et les résultats sont presque inférieurs à la forme qu'il a. C'est là où on peut peut-être avoir une petite déception du côté de Marc Hirschi. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne de la journée du côté de cette épreuve et on commence avec Movistar. Oui, autant hier j'avais bien aimé ce qu'avait fait notamment Enric Mas, autant aujourd'hui l'équipe est quand même bien passée à côté sur cette épreuve. Premier coureur de la Movistar, c'est Enric Mas, seulement 32e. En même temps, Enric Mas sur une arrivée comme ça, très punchy, il peut pas faire grand chose. Moi j'attendais quand même un peu mieux d'un Pelayo Sanchez, mais il a abandonné. Et puis Davide Formolo, il n'a pas été efficace, hein, alors qu'aujourd'hui c'était quand même un terrain qui normalement à une époque lui convenait pas mal. Il est même passé un petit peu à côté, hein, parce que 47 la Faune-Ardèche, 67 aujourd'hui, on peut pas dire que ça a été la semaine de Davide Formolo qui avait quand même remporté une Veneto classique, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023, donc il sait être performant sur des terrains comme les semi-classiques italiennes, qui sont on va dire du même acabit que cette faune drone classique. Donc oui, un petit peu déçu de la part de la Movistar, parce que quand on est une équipe World Tour sur une épreuve Pro Series, normalement on essaye de tout faire pour avoir au moins un mec dans le top 10. Là aujourd'hui ils avaient la possibilité de le faire, je pense, avec Pelayo Sanchez. Bon, il abandonne. Il y avait quand même une deuxième possibilité avec Davide Formolo. Alors Enric Mas fait une journée correcte, mais pas non plus exceptionnel. Après, encore une fois, Enric Mas, la seule solution, c'était de partir dans la montée du col de la Grande Limite, parce qu'en gros, à part à cet endroit-là où il y avait une côte qui pouvait lui correspondre, sinon derrière, c'était pas suffisamment dur. Il ne l'a pas fait, peut-être qu'il n'avait pas les jambes à ce moment-là, mais c'est vrai qu'autant il y a quelques jours, on avait beaucoup vu la Movistar, autant aujourd'hui, ça a été plus discret. Après, il faut rappeler également qu'il y a des coureurs de la Movistar qui étaient impliqués dans la chute, mais n'étaient pas tous impliqués dans la chute. Et puis surtout, Marc Hirschi a réussi à revenir. Donc d'autres auraient pu réussir à faire cela aussi. Après, c'est dommage de venir quand même sur une épreuve Pro Series en dehors de ton pays avec seulement 5 coureurs au départ. Je vois assez peu d'intérêt dans ce cas-là. Fallait peut-être mieux pas prendre l'invitation. Et peut-être peu d'intérêt à prendre une invitation en ayant seulement 5 coureurs. Après, le problème de la Movistar, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe réserve. Il y a beaucoup de formations
qu'on complétait les effectifs avec des coureurs des équipes réserves, notamment des équipes françaises. La Movistar aujourd'hui n'a pas d'équipe réserve, donc ne peut pas le faire. Mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu de la performance de cette équipe. On n'attendait pas grand-chose et on est quand même déçu par la Movistar. Deuxième flop du jour, Lorenzo Rota. Ouais, c'est... À une époque, c'était un puncher, Lorenzo Rota. Hein. À une époque, il était bon. En plus, il était puncher et il sprintait bien, Lorenzo Rota. Autant vous dire, toutes les qualités essentielles pour être performant sur cette drone classique. Aujourd'hui, il fait 16e devant Louis Barré. C'est quand même pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Alors, ce qui fait qu'il marque que 5 pour UCI en plus, hein, parce que s'il avait fini 15e comme Michael Woods, ce qui n'est déjà pas un énorme résultat hein, de la part de Michael Woods, mais ça marquait 10 points. Là aujourd'hui, il n'en marque que 5. C'est quand même pas exceptionnel hein, de la part de Lorenzo Rota. Et j'ai pas regardé, mais je devais regarder ça en amont et puis j'ai oublié de le faire. Lorenzo Rota, ça fait depuis combien de temps qu'il n'a pas eu un résultat ouais, il a fait 7e l'an dernier du Giro del Veneto. Parce que pour moi, ça fait une éternité qu'il n'a pas eu un résultat intéressant sur une course. Un top 10, un truc comme ça. Ouais, l'an dernier, il en a eu quelques-uns. Bah, il avait fait 7e par exemple sur l'Ardèche. Il n'avait pas fait la Drôme par contre l'an dernier. Mais je trouve c'est un coureur qui a vraiment disparu. C'est-à-dire quand il est arrivé chez Intermarché, on se disait waouh, super coureur avec des qualités, c'est un mec qui aura de l'avenir. Bon, ben, en 2025, après 4 ans dans cette équipe, 4-5 ans dans cette équipe, tu te dis surtout non, bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout du côté de Lorenzo Rota. Il est vraiment entré dans le rang, ce coureur. C'est vrai que 2021-2022, on disait oh putain, ce coureur-là, il a vraiment des qualités, il peut faire des très très belles choses, notamment sur certaines classiques, parce qu'il a une grosse pointe de vitesse, parce qu'il est en capacité de passer les bosses. Bon, aujourd'hui, il est rentré dans le rang. Alors oui, je m'attendais pas à ce qu'il gagne une Amstel Gold Race ou un Liège-Bastogne-Liège, mais faire des top 10 sur ces courses-là, c'était possible. Bon, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Et puis faire des top 5 sur d'autres épreuves du calendrier et gagner d'autres épreuves du calendrier, notamment des Coupes de Belgique, c'était possible. L'an dernier, Coupe de Belgique, Lotto, Famenne, Ardennes Classique, il est pas dans le coup non plus. Giro del Veneto, il fait 7ème, mais encore une fois, à une époque, avec les qualités qu'il avait, il avait les qualités pour faire beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un coureur qui est rentré dans le rang, et c'est dommage pour Intermarché, parce que c'est un mec qui pourrait marquer des gros points aujourd'hui. C'est un coureur qui pourrait marquer vraiment beaucoup de gros points, et actuellement, bon, bah, c'est pas le cas du côté de Lorenzo Rota, donc ouais, petite déception pour moi. J'aurais pu mettre Michael Woods, qui n'a pas été incroyable, mais moi je le considère plus comme un puncher, Michael Woods, plutôt comme un baroudeur grimpeur, plus vraiment comme un puncher, comme ça a pu l'être à la grande époque. Et oui, à la grande époque, Michael Woods, il aurait fait un résultat aujourd'hui. C'est plus vraiment le grand, super grand Michael Woods. Ça reste un coureur qui est performant, qui est intéressant, mais dans des échappées, pas forcément à la régulière. Donc pour une classique comme la Drôme, c'était pas suffisant du côté du coureur de l'équipe israélienne. Et puis je termine surtout avec Ben Eddy. Ouais. Je me disais ça quand je le voyais dans le groupe de devant, Ben Eddy. Alors déjà, c'est un coureur qui a tendance à pas courir de manière forcément très intelligente. Et surtout, je me disais, bah, l'an dernier, il n'a pas été exceptionnel, Ben Eddy. Hein, parce que je ne l'avais pas mis en flop. Je ne sais plus si je l'ai mis en déception, je crois pas. Mais j'avais hésité. Je crois me rappeler à le mettre en déception du côté de Ben Eddy, qui avait traversé l'année... J'irai pas en étant transparent parce qu'on avait quand même vu Ben Eddy, mais pas en capacité d'aller chercher la gagne. La différence en fait entre le Ben Eddy de 2023 et le Ben Eddy de 2025, c'est que le Ben Eddy de 2023, comme il était vraiment très fort, il pouvait faire des erreurs, c'était pas un problème. Alors, en gros, il courait un peu comme un cadet, mais c'était pas un problème parce qu'il était très fort. Donc comme il était une jambe un petit peu au-dessus de tout le monde sur certaines épreuves, en gros il partait de loin, il attaquait de loin, mais il n'y avait pas besoin de jouer autant stratégique. Sauf qu'aujourd'hui, Ben Eddy, bah, il est plus aussi fort, ou les autres ont progressé à la place de Ben Eddy. Et là aussi, on est sur un coureur qui est quand même un petit peu rentré dans le rang du côté de l'Irlandais.
Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir un truc du côté de Ben Ali, toute autre chose, mais ça n'a rien à voir avec le truc. Il a dû avoir des super anniversaires dans sa vie, hein, parce qu'il est né le 11 septembre 2000. Donc autant vous dire que son premier anniversaire, c'était les tours. Hein. Donc ça a dû faire des bons anniversaires du côté de Ben Ali, hein, avec le 11 septembre. Ah, les mecs comme ça, ils sont pas nés la bonne année. Mais du côté de Ben Ali, attends, ça doit être plus tranquille pour lui, mais pendant 10 ans, ça a dû être compliqué. Mais du côté de Ben Ali, ouais, ça a été. Je le voyais dans le groupe de devant et je me disais, ouais, c'est triste quoi, parce que la manière dont il court, je le voyais pas aller au bout. Aujourd'hui, il est pas allé au bout. Alors, il a tenté, hein, contrairement à d'autres. Mais actuellement, Ben Ali, c'est plus le grand Ben Ali. Là aussi, ça serait bien de réussir à se relancer, à remettre la machine en route. Ça sera peut-être le cas sur d'autres épreuves, mais lui qui était, enfin, quand on l'a découvert sur l'Amstel notamment et sur quelques courses auparavant et qu'on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce coureur? On est aussi sur un sacré spécimen. Et que 2 ans après, bon bah, il fait 30 d'une faune drôme classique et il fait 103e de l'Ardèche. C'est sûr que ça fait un peu mal aux fesses, comme on dit communément. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!